Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? L'amour, celui qui frappe à votre porte sans crier gare, celui qui vous transperce l'âme et vous transforme à tout jamais. Cet amour-là ne se décide pas. Il est là et c'est tout. Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, je reçois Céline de l'association Cap Caraïbes. Dans cet épisode, nous parlerons de tolérance, de croyance, d'homosexualité, d'homophobie, mais surtout d'amour. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Céline. Salut Tia. Merci d'être là, merci de participer à ce podcast, je suis vraiment honorée. Eh bien, écoute, ça s'est partagé. Merci à toi de m'avoir sollicité pour mettre un petit peu en avant toutes nos actions. On va rentrer dans le vif du sujet pendant cette petite pause. Avant justement de rentrer dans le vif du sujet, une question obligatoire que je pose à tout le monde. T'es plutôt thé ou café? Plutôt café pour démarrer la journée, mais pourquoi pas thé pour le goûter. D'accord, donc là on part sur une pause thé, ça me va très bien. Alors, pour un peu avoir une idée de la femme que tu es aujourd'hui, on va un petit peu remonter le temps. T'étais quel genre d'enfant, toi? Des souvenirs d'enfant, j'en ai pas tant que ça, mais je dirais que j'étais déjà un petit peu garçon manqué, un petit peu casse-cou, mais j'étais quand même déjà la rigolote de service. D'accord. Est-ce que ta vie était toute tracée? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était un truc déjà concret dans ta tête ou pas du tout quand tu étais, on va dire, adolescente un peu? Alors, pas du tout. Et ado, je ne me serais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui, clairement. D'accord. Quand tu étais ado, pour toi, ta vie, ce serait quoi? Déjà rester dans ma région, faire des études, peut-être trouver un job alimentaire. Et à l'époque, j'étais très, très branchée judo. Et c'est vrai que je me voyais plutôt pour, dans cette dynamique-là, devenir entraîneur, pourquoi pas. Ok. Et pour situer un petit peu, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, je suis professeure des écoles depuis 20 ans maintenant. Ah ouais, quand même. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas, ma bonne dame. Est-ce que tu te souviens de ta première relation amoureuse? Est-ce qu'à cette époque, tu savais déjà que tu aimais les femmes ou pas du tout? Alors moi, j'ai tendance à dire, c'est vrai que chacun a sa propre expérience, mais moi, clairement, je suis née comme je suis. C'est-à-dire qu'en maternelle, déjà, j'avais pas de petit amoureux, j'avais des petites amoureuses. Mais c'était limpide pour moi, clairement. D'accord. Donc, il n'y avait même pas de question en fait à se poser une fois que tu as été en âge d'avoir des relations. Pour toi, c'était juste quelque chose de naturel. En tout cas, mon attirance était naturelle. Maintenant, après, le passage à l'acte et vraiment avoir une relation amoureuse, ça a été très, très compliqué. Justement, comment ça s'est passé quand tu as compris en âge d'avoir une relation que voilà, toi, tu étais attiré par les femmes, comment tu l'as vécu? Très difficilement, comme beaucoup. Après, bon, les choses ont évolué. On va dire que mon premier amour, c'était il y a un peu plus de 25 ans. J'avais personne à qui me confier, bien sûr. Donc, c'était vraiment, mon premier amour était totalement clandestin, si tu veux. Donc, c'était une relation réciproque ou non? Oui, si, ouais, tout à fait. Oui. Est-ce que tu as eu du mal à en parler? Là, tu m'as dit que voilà, tu n'avais personne à l'époque pour le dire, pour dire voilà, je suis amoureuse d'une femme. Est-ce que l'annoncer une fois que tu as pu le vivre, une fois que tu l'as assumé pour toi, est-ce que tu as eu du mal à l'annoncer à tes proches, à tes amis? Comment ça s'est passé? Alors, du mal, oui. Une peur immense parce que ta première réaction, souvent, alors je parle un peu de façon générale, je parle de moi, mais je crois que
pas mal de personnes qui sont passées par là peuvent se reconnaître. C'est d'abord une peur immense parce que c'est se soumettre au regard et au jugement des autres, notamment de tes proches, avec le fait de se dire, là, quand je vais annoncer ça, il y a quand même une forte probabilité que je sois rejetée. Et ça, c'est juste un sentiment horrible. Mais tu sais, moi, ce qui me... Alors, peut-être parce que j'ai jamais vécu ça. Et là, je prends vraiment... Là, je vais te poser des questions pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu et qui aurait peut-être du mal à comprendre, même si on sait que ça existe. Hein, ça, je n'en disconviens pas. Quand on dit aimer quelqu'un, là, je parle de parents, de proches, d'amis, comment on en arrive à rejeter quelqu'un qui nous parle d'amour? Tu vois, c'est cet aspect-là que j'ai du mal à comprendre. Et comment on peut dire que c'est par amour qu'on fait ça, qu'on rejette son enfant, par exemple? Parce que je comprends justement la peur, mais je comprends pas je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends pas la réaction des gens qui rejettent en disant oui, mais c'est parce que je t'aime. J'ai du mal. Tu sais, il y a le poids de la société, et je crois que ce qui est énorme, qu'il était hier et qu'il est toujours aujourd'hui, c'est le regard des autres. Ouais. Voilà. Dans la tête de beaucoup de gens, on est encore sur de la maladie mentale, sur de l'anormalité, si tu veux. Faut savoir que la dépénalisation de l'homosexualité en France, c'est 1982. Ouais, c'est il y a pas longtemps, en vrai. Non, et l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 1990. Moi, je suis née en 79. Ouais. Et quand je regarde un petit peu en arrière, je me suis dit, mais clairement, donc, pour la société, moi, je suis née malade mentale, en fait. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est des choses aussi. L'évolution de la société en termes de législation, déjà, mais énormément de temps à évoluer. Donc, tu imagines bien au sein des foyers que ça prend d'autant plus de temps, quoi. Ouais. Comment tu l'as annoncé à tes proches? Tu t'en rappelles? Alors, j'ai fait 8000 km, moi, déjà, pour me sentir un peu plus libre que je ne l'étais. J'ai clairement tout quitté, mon quotidien, tout ce qui faisait mes repères, pour être un peu plus libre. Et moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et ça, pour le coup, c'est clairement un handicap. C'est pas tous les jours facile à vivre, mais voilà. Et donc, je communique aussi beaucoup par écrit. Donc, mes parents, par exemple, je leur ai fait un courrier, en fait. Voilà. D'accord. Pour leur dire que je suis comme ça, je ne pourrai pas changer. Et en gros, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Je peux entendre qu'ils ne comprennent pas, qu'il leur faudra du temps. Il leur a fallu quasiment 25 ans. Hein. Ouais. Mais que voilà, c'est comme ça, et qu'aujourd'hui, moi, je suis ce que je suis très fière de la personne que je suis devenue, et pour rien au monde, je changerai mon parcours, quoi. Est-ce qu'à un moment, justement, avec cette peur d'être rejetée par tes parents, tu as pensé à changer celle que tu étais, c'est-à-dire à, entre guillemets, faire l'effort peut-être d'une relation, on va dire, entre guillemets encore, normale pour la société? Est-ce que ça t'est passé par la tête? J'ai essayé, sachant parfaitement, j'ai essayé d'avoir une relation avec des garçons, sachant parfaitement que ça n'irait pas, quoi. Ça ne me conviendrait pas. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé, quoi. Il n'y avait aucune émotion, aucune sensation. La seule émotion que j'avais, c'était vraiment de la tristesse, mais pour moi-même, en me disant que je m'infligeais quelque chose parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Et j'utilise souvent cette expression, alors qui est très violente, mais c'est vraiment... encore une fois, en tant qu'hypersensible, comme ça que je l'ai ressenti, tu vois, quand j'ai essayé, pour moi, c'était un viol consenti. Ouais, voilà. Je comprends. C'est violent, mais c'est vraiment ce que j'ai pu, moi, ressentir à ces instants-là. Et je me suis dit que c'était pas possible. Une vie, on n'en a qu'une, il faut la vivre pleinement. Et je pouvais pas m'infliger ça. Quand tu as eu ces relations, pour toi, c'était pour essayer de changer ou juste pour plaire aux autres? C'était dans quel état d'esprit? Ah, mais changer, je savais que c'était absolument, fondamentalement impossible. Je suis née comme ça. Mais tu sais, comme tu peux pas changer ta couleur de peau, j'ai envie de te dire. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, non, le changement n'était pas possible. C'était plus pour rentrer dans la norme qui m'était dictée par l'entourage, par la société, etc. Parce que assumer qui l'on est, c'est aussi prendre le risque d'être mise à l'écart, d'être rejetée, hein, tout simplement. Donc, il faut aussi être prêt psychologiquement à cette éventualité et à tracer son bout de chemin vraiment seul, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis dans le fait qu'on ne peut pas changer ce que l'on est
profondément. Parce qu'aujourd'hui, même en 2020, il y a encore des personnes qui vont parler, par exemple, alors j'ai pas le terme exact, peut-être que toi tu l'auras, mais tu sais, ces centres qu'on va envoyer, notamment beaucoup de jeunes, pour justement les faire changer. Et j'ai envie de dire, mais c'est pas possible en fait. Tu es ce que tu es et tu es né comme ça. Et ces gens qui ont cette idée en tête de vouloir changer des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, se trompent totalement de sujet. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je pense que c'est intéressant aussi, peut-être pour quelqu'un qui va nous écouter et qui se dit non, mais je peux changer. Ben, si t'es comme ça et si t'es né comme ça, tu changeras pas en fait. Complètement. Et ce dont tu parles, on appelle ça les thérapies de conversion. Il y a eu pas mal de reportages ces derniers temps, notamment sur, on va dire, des camps de réassignation, notamment aux États-Unis. Mais il faut qu'on soit bien conscience que ça, ce sont des choses qui se pratiquent en France. Voilà, dans des cercles soi-disant religieux. Et là, il y a des projets de loi, j'espère, qui passeront, parce qu'aujourd'hui, en France, en 2020, les thérapies de conversion ne sont pas encore illégales. Ah ouais, c'est carrément pas illégal, quoi. Non. Là, en ce moment, il y a des députés avec lesquels, notamment un avec lequel on a eu l'occasion de travailler avec l'association, qui se battent pour ça. Et là, ça doit être... ils n'ont même pas encore la date de passage à l'Assemblée nationale. C'est pour te dire quand même où on en est, quoi. Ouais. On parlera aussi du chemin à faire tout à l'heure. On va y venir. Comment t'as fait, toi, pour vivre avec le regard des autres ? Par rapport à ce que tu vivais, à ce que tu étais, par rapport à qui tu étais. Comment tu as fait pour vivre avec ça ? Déjà, moi, j'ai jamais mis en avant ma différence, quoi. Tu vois, j'ai toujours vécu tranquillement. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'afficher, etc. Donc, notamment dans le milieu professionnel, personne n'a jamais su, parce que personne, j'estime, n'avait à le savoir. Et puis, il y a des collègues qui deviennent, bien sûr, des amis. Et ces amis-là, je veux dire, il y a des choses, des relations tellement fortes qui se créent que quelque part, tu as toujours cette angoisse, cette appréhension qu'on te tourne le dos, mais finalement, on construit aussi tellement de choses jolies, fortes, solides, que tu es plus à l'aise, tu vois, pour commencer un petit peu à parler de tout ça. Et puis moi, j'ai souvent rencontré les personnes qui sont rentrées dans ma vie. J'étais déjà en couple, si tu veux. Donc bon, clairement, les choses se sont faites assez naturellement. Et puis, c'était à prendre ou à laisser, quoi. Clairement. Tu vis en Martinique, aux Antilles. Alors, bien, ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est vraiment moi qui le dis. Je trouve qu'aux Antilles, on a une culture qui est très machiste. Comment vivre sereinement son homosexualité dans un pays où, entre guillemets, la norme n'est pas justement l'homosexualité ? Alors, c'est pas seulement ton ressenti, hein. Nous, on est sur des territoires très machistes où on est clairement sur une société patriarcale. Clairement. C'est vraiment l'homme qui en a... Alors, on a tellement de femmes potomitans, de femmes dougout. Et pourtant, voilà, c'est vraiment la culture de l'homme. N'oublions pas aussi que le poids de la religion chez nous est immense. Certainement plus important même qu'ailleurs. Et juste pour te situer un petit peu, au niveau géographique, le bassin caribéen, c'est un des plus homophobes au monde. Certaines régions d'Asie également. Là, aujourd'hui, en 2020, il y a quand même encore dans le monde 12 pays qui prônent la peine de mort pour tout ce qui est homosexualité. C'est dingue. Et c'est une pratique illégale dans 59 pays. Et le bassin caribéen n'en est pas exemple, parce que, par exemple, Antigua, Barbade, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, tu risques de l'emprisonnement, ma chérie. À 20 minutes de la Martinique, tu vas te balader même à Sainte-Lucie avec ta compagne, ton compagnon, tu peux finir en prison. C'est des choses qu'il faut quand même qu'on sache. Donc, c'est vrai que quand on évolue... dans ce bassin-là qui est vraiment propice aux LGBT-phobies, c'est effectivement très compliqué. Est-ce que quand, au quotidien, par exemple, tu veux partir en vacances avec ta chérie, est-ce que tu dois
avant vérifier le pays où tu vas en te disant, voilà, est-ce que là, on n'aura pas de problème? Est-ce que là, c'est légal? Est-ce que tu es obligé de faire ça à chaque fois? Ah oui, mais clairement, et j'encourage toutes les personnes LGBT qui vont nous écouter à le faire. Parce que là, on est vraiment sur une question de sécurité, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est dingue. C'est dingue parce que on se dit qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas parler de ça. On ne devrait même pas parler de ça. Et on en arrive à se dire, oui, mais je pars juste en vacances. Oui, mais l'endroit où tu iras, bah, tu pourras peut-être être condamné à mort. Tu pourras peut-être être condamné à de la prison simplement parce que tu es avec la personne que tu aimes. En fait, je crois que ce truc n'arrivera jamais à intégrer mon cerveau parce que je n'arrive pas à comprendre quels sont les, comment dire, quels sont les justificatifs que l'on donne pour dire non, vous irez en prison ou on va vous tuer pour ça. Et c'est vrai que je trouve ça tellement dingue que, je sais pas, ça me dépasse. Et tu vois que tu me dises que oui, juste partir en vacances, ben, il y a quand même beaucoup de choses très importantes à faire avant, comme se renseigner sur est-ce que c'est légal ou pas dans ce pays-là. Je suis choquée. Ouais, et pourtant, on en est là, hélas. Bon, après, il y a quand même aussi des législations qui évoluent, hein, notamment dans certains pays d'Afrique. Mais je veux dire, le processus, c'est extrêmement long. C'est ça. Ça prend du temps. L'homme est un loup pour l'homme. Hein. Clairement. Et tant que tu peux asservir une partie, notamment quand tu es minoritaire, alors pourquoi s'en gêner, quoi, tu vois? Ouais. Tu es aujourd'hui la présidente de l'association Cap Caraïbes. Pourquoi avoir créé cette association? Est-ce qu'il y avait un réel besoin? Je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire, oui, mais est-ce que tu peux nous expliquer d'où est née cette idée et puis comment vous avez mis ça en place? Alors, Cap Caraïbes est né en 2012. Et à l'époque, voilà, connaissance croisée, j'apprends qu'une nana guadeloupéenne, qui est retournée en Guadeloupe depuis, aimerait marquer le coup pour le 17 mai, qui est la journée internationale. Mon Dieu, je suis fatiguée. De la lutte contre l'homophobie. Exactement, merci Tia. Et donc, elle prévoyait d'organiser une marche dans les rues de Fort-de-France, etc. Donc, bon, j'ai proposé mon aide. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. On a travaillé avec l'association AIDS Territoire Martinique, qui était déjà, tu vois, une grosse association bien implantée en Martinique. Ouais. On a fait ce qu'on appelle alors, on marchait, la plupart étaient masqués. Donc, on avait tous les mêmes masques blancs déjà pour garantir notre anonymat parce que c'était une grande première. Et puis aussi dans l'idée de montrer aux gens que tout le monde c'est moon, quoi. Ouais. Qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, quelles que soient nos préférences amoureuses. Et donc cette manifestation finalement c'est plutôt pas mal passé, notre grande surprise, bon, à part quelques invectives homophobes de certains passants bien sûr, mais quand même, on a senti qu'il y avait plutôt un accueil assez favorable. Et après la réussite de cette journée, on s'est dit, c'est dommage de s'arrêter là, en fait. Mmh. Et de là, ce petit groupe qui était à l'initiative de cet événement a décidé de créer cette association. Et alors, personnellement, moi, je voulais vraiment m'engager pour que, si tu veux, ce que j'ai pu vivre en termes de rejet, si je pouvais éviter à certaines personnes de le vivre, alors cette association avait pour moi déjà tout lieu d'être, tout simplement. Et donc en 8 ans, on a fait quand même pas mal de chemin, d'autant plus qu'au début, on nous disait clairement, mais vous allez vous mettre en danger, mais de toute façon, une association comme ça dure pas 6 mois. Enfin voilà, je veux dire, on n'a pas eu non plus énormément d'encouragement au début, et puis voilà, ça fait 8 ans que ça dure. C'est génial. Et quelles sont vos missions? Alors là, on est sur vraiment la ligne d'écoute. Donc depuis 8 ans, on a proposé des ateliers aux personnes un peu en isolement, en souffrance, des ateliers bien-être, de musicothérapie. On a eu des ateliers d'écriture de scénarios. Et d'ailleurs, on a réalisé avec la formidable Nadia Charlery un film de 10 minutes qui s'appelle Zanmi.
Et sur plein de festivals, qui est sur une 60aine de festivals, on a une 30aine de sélections officielles. Enfin, on est hyper, hyper heureux. Et j'invite tout le monde à... Il n'est pas encore en accès libre, mais il devrait passer sur Canal+ Ampli la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, comme ça vous aurez également toutes les infos de diffusion. Et là, donc, on travaille vraiment sur une ligne d'écoute. Qui fonctionne pas mal, alors qu'on n'a pas encore trop communiqué dessus, parce que nous, notre communication se fait essentiellement sur les réseaux. Donc, si tu veux, les gens qui nous appellent, c'est vraiment par réseautage, quoi. C'est des gens qui connaissent des gens qui nous connaissent, etc. Et là, écoute, ce matin, on livre 3 spots de lutte contre l'homophobie qui seront diffusés sur Martinique Première à partir de vendredi pour une semaine et sur Via TV à partir du 4 décembre. Donc, les choses vraiment, vraiment avancent et prennent des ampleurs auxquelles on ne s'attendait pas, nous non plus. Mais à force de travail, de toute façon, on soulève les montagnes, c'est bien connu. Exactement. Mais en plus, vous avez vous avez rencontré, alors je ne sais plus c'était quel ministre, tu peux nous en parler? Tu me parlais justement de votre rencontre avec la ministre, alors je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si tu peux en parler aussi. Bien sûr, Madame Elisabeth Moreno, qui nous a demandé un entretien. Donc, au début, je me demandais sincèrement si c'était pas une caméra cachée. En plus, le mail est arrivé dans nos spams. Tu sais, j'ai dit, bon, ça, c'est encore une connerie et tout. Et puis, bon, secrétariat de Madame la ministre, chargée de l'égalité des chances, de l'égalité homme-femme, bon. Et donc, on l'a rencontré effectivement le 2 novembre dernier. Alors moi, je pensais qu'on serait... J'avais pas du tout eu les modalités d'intervention, donc je pensais vraiment qu'on serait, tu sais, avec toutes les grosses associations nationales, etc. Et figure-toi qu'on était seul avec une autre association de Guadeloupe, vraiment pour faire le point sur la ligne d'écoute et pour parler des problématiques liées au confinement et notamment les hébergements d'urgence. D'accord. Voilà, on s'est entretenu un peu plus d'1 heure avec des engagements pris par la ministre, avec des choses qui sont en cours toujours. Alors, on aimerait évidemment que ça aille plus vite, que les choses se fassent plus simplement, mais ça reste quand même compliqué. Mais les choses avancent. Voilà, c'est déjà ça. On a parlé de rejet tout à l'heure, on a parlé beaucoup. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qu'il sait qu'il sera rejeté par ses proches, peut-être parce que voilà, ils en ont déjà parlé, parce qu'il a entendu justement ses proches en parler, ou il connaît la mentalité des gens qui l'entourent. Donc cette personne homosexuelle ou transgenre, peu importe, qui a peur d'être rejetée, qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Comment l'aider? Alors, comme il ne pourra pas changer de famille, mais qu'il change d'amis déjà. Ouais. Non, vraiment, si tu sais que ton entourage, même tes amis, parce qu'ils ont déjà tenu des propos, etc., c'est compliqué. Et puis l'idée, c'est pas de se mettre en danger non plus. Donc, mais franchement, sincèrement, élargir son cercle d'amis, ses connaissances, et voilà, parce qu'il faut aussi, moi, j'ai vraiment envie d'envoyer un message d'espoir à tous les gens. Il y a de toute façon des gens qui sont très, très bienveillants autour de nous. Il faut juste savoir les trouver. Et il n'y a pas de recette miracle pour faire un coming out. On ne devrait même pas avoir à le faire. Comme une personne hétérosexuelle ne dit pas, bon les gars, j'ai un truc à vous annoncer. Voilà, je suis en couple avec Robert. Voilà. Et ça, vous, ça vous passe, ça vous traverse pas l'esprit, tu vois, d'annoncer que vous êtes hétérosexuel. Et ben moi, je rêve de ce jour où les gens qui aiment différemment n'auront pas besoin non plus d'annoncer quoi que ce soit. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, j'espère la même chose et j'espère que ça se fera dans les années qui viennent, là, rapidement, parce que c'est clairement pas normal, en fait, de devoir... De toute façon, je pars du principe que tout ce qui est lié à l'amour et à la sexualité, surtout quand on parle d'adultes consentants, ça ne devrait regarder que ces adultes consentants. Et pas d'autres personnes. Si tu rentres pas dans mon lit, en gros, ça ne te regarde pas ce que je fais avec la personne consentante en face. Et c'est vrai qu'on a tendance, et ça, c'est même pour les couples hétérosexuels, à vouloir s'immiscer dans la vie sexuelle des gens. Et c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Je vais dire ça de manière très correcte, parce que les gens nous écoutent. Mais c'est vrai que ça, je ne comprends pas, et j'espère vraiment qu'on y arrivera un jour. Ah, clairement. Alors, on l'a dit, hein, il y a des endroits encore où on meurt parce qu'on est gay, on est transgenre. Est-ce que tu penses qu'en France, même si voilà, on a parlé des centres, est-ce que tu penses qu'en France, il y a
il y a eu un véritable changement, une évolution? Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a le mariage pour tous. Ou est-ce que tu penses que ça, c'est que de la poudre aux yeux pour l'instant, on n'y est pas encore? Ah bah clairement, on n'y est pas encore, hein, parce que quand tu regardes les rapports de SOS homophobie, par contre, qui sortent chaque année, il n'y a pas encore eu une année où on observe une baisse des agressions LGBT-phobes. C'est vrai. Ouais, non, c'est en constante évolution. Nous, en Martinique, on l'observe, hein, on n'a aucun chiffre parce que régulièrement, où les dépôts de plainte ne sont pas pris, ou bien le caractère homophobe de la plainte n'est pas retenu. Donc, nous, des chiffres, on n'en a pas, en tout cas au niveau de la Martinique. Par contre, nous, dans les appels, on voit clairement qu'il y a une souffrance immense, qu'il y a des violences, mais qui ne sont pas forcément sues. Et dans l'Hexagone, c'est pareil. Je te dis vraiment, si le sujet vous intéresse, il y a le rapport annuel de SOS homophobie qui est en ligne, hein, le rapport de chaque année, et les chiffres sont assez affligeants, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui est dingue parce que tu as des législations qui font progresser les choses, comme justement le mariage pour tous, et en même temps, on a l'impression qu'il n'y a rien qui progresse. Donc, c'est quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a une hypocrisie, en fait, autour de certains sujets comme l'homophobie, même les violences faites aux femmes, des choses comme ça, où, alors oui, il y a beaucoup de lois qui passent, mais concrètement sur le terrain, il n'y a rien qui fait avancer les choses. Toi, ton ressenti, c'est quoi par rapport à ça? Ouais, non, mais je pense que tu as assez bien résumé la situation. Après, maintenant, moi, je pense que c'est à force de communication, d'images bienveillantes et positives, tu vois, qu'on aura un impact vraiment sur le plus grand nombre de la population. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je t'ai parlé de notre campagne Spot TV. On est aussi en train de travailler sur une campagne d'affichage à destination des lycées, des collèges, avec un partenariat. On a signé cette semaine un partenariat de communication avec justement SOS homophobie. Et je vous invite vraiment à aller voir leur campagne qui s'appelle Être et aimer. C'est une campagne positive qui est magnifique et on a la chance qu'ils aient accepté qu'on puisse se l'approprier, nous, en Martinique. Donc, on est en train de caster nos mannequins. Ouais. 100% made in Martinique, et puis pour adapter la campagne à nos territoires, quoi. Mais vraiment, allez la voir, c'est une campagne qui s'appelle Être et aimer, qui est magnifique. Alors, je la mettrai en lien dans le descriptif du podcast, comme ça vous pourrez aller la regarder autant que vous voulez une fois que le podcast sera en ligne. Mais très belle initiative, vraiment très très belle initiative. Tu parles de jeunes. Est-ce que tu penses que la jeunesse qui arrive, les prochains adultes, ont un regard différent sur l'homosexualité? Je l'espère, en tout cas, je l'espère. Dans leur grande majorité, ouais, j'ai l'impression que la génération qui arrive là nous pousse vraiment, elle est au combat et j'espère qu'elle est aussi au combat sur les combats humanistes, en tout cas. Mais j'ai vraiment bon espoir. Ouais. Comment on peut aider Cap Caraïbes? En adhérant, tout simplement, c'est-à-dire que le nerf de la guerre, quoi que l'on fasse, c'est hélas l'argent. Nous, à Cap Caraïbes, on est une équipe, on est une trentaine de bénévoles. On donne de notre temps pour la ligne d'écoute et puis pour tout ce qu'il y a à côté. C'est un travail sans fin. Moi, je te cache pas qu'aujourd'hui, clairement, j'ai 2 temps pleins. Et ça devient compliqué. Donc, adhérer, on a vraiment besoin aussi ou un coup de pouce financier quand on n'est pas en Martinique, bien sûr, ou vraiment en devenant bénévole. On a besoin que nos équipes d'écoute soient renforcées. Bien sûr, on vous forme. Enfin, voilà, on a aussi besoin de moyens humains, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de salariés. On y travaille, mais voilà, ça serait vraiment une belle façon de nous aider. Quels sont vos projets à l'avenir? Alors, je sais que la situation sanitaire actuelle complique un peu les choses, mais dans l'hypothèse où les choses se dégoupilleraient, par exemple en début d'année, est-ce que vous avez déjà des projets? Nous, nos projets, c'est de poursuivre nos formations parce qu'on aimerait beaucoup, et parce qu'on a beaucoup de demandes, ce qu'on appelle les IMS, les interventions en milieu scolaire. On est très sollicités par les établissements, mais aujourd'hui, encore une fois, faute de bénévoles,
c'est des sollicitations auxquelles on ne peut pas répondre. Mais ça, il va falloir qu'on trouve des solutions pour que ça change rapidement, parce qu'il y a un réel besoin. Donc voilà, donc travailler sur ces IMS là 2021, poursuivre les campagnes de communication en y intégrant justement les gens à qui on vient en aide, renforcer notre structure d'écoute et nos différents partenariats justement pour la mise à l'abri des personnes qui sont en danger. Donc ça passe vraiment par l'accompagnement, un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, et puis tout le volet logement d'urgence. Et on continue, bien sûr, on continuera à proposer des ateliers. Voilà. Est-ce que vous avez déjà reçu des parents qui avaient des enfants homosexuels et qui ne savaient pas quoi faire? Parce que c'est vrai que des fois, je me mets aussi à la place de parents qui ont eu une éducation, voilà, peut-être religieuse ou ancienne, qui sont d'un autre temps et qui savent pas gérer la sexualité de leur enfant, même si en gros c'est pas à eux de le faire, mais on peut comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en recevoir ou d'avoir des appels ou des choses comme ça? Alors, à ce jour, pas encore. Le seul parent qu'on a eu, c'était plus pour accompagner son enfant, mais qui n'était pas en questionnement. Et justement, c'est ça aussi l'objet de notre campagne, quoi, de vraiment faire comprendre aux gens que nous, on accompagne les personnes LGBT, mais aussi leur entourage. Voilà. Et ça, c'est important, effectivement, de pouvoir communiquer dessus. Ouais, parce que je pense que des fois, et j'ai envie de croire que des fois les gens ne se sentent pas armés pour aller peut-être au devant, comme tu le disais, de regard des autres, de violence peut-être même que leur enfant pourrait subir, ou même eux aussi pourraient subir. Et tu dirais quoi à ces parents qui savent pas quoi faire, qui sont un peu perdus? Que leurs gamins sont certainement encore plus perdus qu'eux. Ouais. Et que ce seront des piliers, et que c'est leur amour et leur bienveillance qui feront que tout se passera bien pour lui, quoi. Et qu'il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a pas de deuil à faire de projets qu'on aurait pu avoir pour son enfant, et, ouais. que les parents comprennent bien le courage qu'il faut pour être soi. Et que c'est donc de la fierté qu'ils devraient ressentir, bien que dans un premier temps, ils peuvent se sentir un petit peu perdus, mais vraiment qu'ils réalisent le courage et la fierté qu'ils peuvent avoir envers leur enfant. Ah, c'est super beau ce que tu viens de dire, et j'espère que beaucoup de parents entendront ce que tu viens de dire, parce que tu l'as très bien dit, quoi. Tu l'as très bien dit, c'est beaucoup de courage, donc soutenez vos enfants, soyez là pour eux, tout simplement. Exactement. Si on ne devait retenir qu'une chose de l'association, de toi, de ton expérience, de ton vécu, ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait quoi? J'ai envie d'en faire passer des milliers, bien sûr. Mais j'espère que... Dis tout ce que tu veux, vas-y. J'espère vraiment que les échanges que l'on a eus, voilà. En tout cas, j'espère vraiment avoir pu apporter un message d'espoir aussi, parce que tout n'est pas sombre, tu vois. Il y a quand même, il y a beaucoup de lueur. Une fois de plus, la bienveillance existe, l'amour existe, et ne vous attardez pas là où ça vous mène nulle part, quoi. Il y a 1000 chemins à prendre. Et si je devais te donner une phrase de conclusion, qui que vous soyez, où que vous vous trouviez, je vous souhaite d'être la plus belle expression de vous-même. Tout simplement. C'est très, très beau. C'est très, très beau, et j'espère que les gens qui nous écoutent l'intégreront au plus profond d'eux, parce que c'est tout ce que je leur souhaite aussi. Super. Mais en tout cas, merci Céline, merci. C'est vrai que c'est un sujet tellement vaste, on pourrait dire tellement de choses, et on ne peut pas rester 3 heures à l'antenne, mais en tout cas, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'écoute, vraiment, retournez-vous vers des associations qui sont près de chez vous. Aux Antilles, on a Cap Caraïbes. Est-ce que tu aurais des noms, par exemple, aux Antilles, en Martinique, il y a vous, Cap Caraïbes. Est-ce que, par exemple, ailleurs, tu aurais d'autres noms qui te viendraient à l'esprit? Alors, oui, bien sûr, en tout cas sur la Caraïbe française, on a, alors en Guadeloupe, une association qui s'appelle Ma Différence LGBT. Il y a une autre structure qui s'appelle Voix Arc-en-Ciel, et qui porte aussi une ligne d'écoute, donc en Guadeloupe. En Guyane, on a une super asso qui s'appelle Casavenir. Ouais.
À La Réunion, on a une association qui s'appelle Horizon. Et puis, sur tout ce qui est les grosses associations nationales, on peut citer SOS Homophobie, on peut citer Contact, qui, eux, justement, travaillent avec les familles, dans l'accompagnement des familles de personnes LGBT. Le Refuge, que tout le monde connaît. Il y a aussi une association qui s'appelle David et Jonathan, et qui, eux, s'occupent, et c'est très, très intéressant, on les a d'ailleurs rencontrés et on travaille ensemble sur la question des personnes LGBT et des religions et des spiritualités. Comme quoi, en expliquant que tout cela n'est pas incompatible. Vous ne serez pas un mauvais chrétien parce que vous acceptez que votre gamin soit comme il est. C'est super intéressant. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et c'est vrai, tu vois, maintenant que tu en parles, alors ça, c'est vraiment mon avis à moi. Mon avis, c'est ma façon de voir les choses jusqu'à ce que tu me dises. Alors, bien sûr, pour moi, la religion n'était pas incompatible avec notre préférence sexuelle. Pour moi, au contraire, parce que j'ai l'image d'une religion, peu importe laquelle d'ailleurs. Pour moi, la religion, c'est amour, surtout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ces religions qui ne sont pas amour envers certaines personnes qui qui vont mettre de côté certaines personnes parce que ces personnes ne rentrent pas dans les cases. Alors qu'au contraire, une religion devrait accepter toutes les personnes qui viennent vers elle. Et je trouve ça super intéressant, comme tu l'as dit, des associations qui montrent que, non, on peut avoir la foi, on peut croire en X, Y, Z et être homosexuel, être transgenre, et ça ne pose aucun problème parce que finalement, la foi, c'est plus fort qu'une croyance et c'est super intéressant. Tout à fait. Et voilà, mais il y a vraiment des associations qui s'intéressent vraiment à des problématiques particulières et elles méritent bien sûr d'être connues. C'est génial. Donc, je renoterai toutes les associations que tu m'as données. Je vous les noterai, comme ça vous pourrez avoir accès à ces associations. Mais vraiment, dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelque part en France ou même ailleurs où vous êtes des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous aider, si jamais vous avez besoin justement d'aide ou d'écoute. Complètement. Tout à fait. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas malade. Tout va bien et tout ira bien et vous n'êtes pas seul. Voilà, vraiment, entendez-le. Ouais. En tout cas, merci Céline d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super agréable. J'adore parce que dans ta voix, on a parlé de quelque chose de quand même dur, mais dans ta voix, j'entends le sourire et alors je te connais depuis un moment déjà et c'est totalement toi. Tu es lumineuse et on l'entend dans ta façon de dire les choses et c'est génial. Merci. Mille merci à toi, Tia, et vraiment que tous ces messages d'espoir, de tolérance, de bienveillance et d'amour puissent toucher le plus grand nombre. Et bien sûr, nous, on est à votre disposition. Si vous avez un quelconque questionnement, n'hésitez pas. Voilà, je vous mets toutes les informations, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos. Et vous pouvez retrouver ma pause café avec Tia tous les mardis sur iTunes, Spotify, Deezer. N'oubliez pas, il y a également le compte Instagram, ma pause café avec Tia. Évidemment, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.